Moi, je m'appelle Siré Sy. Donc, je dirige un think tank qui s'appelle Africa Worldwide Group. Alors, moi, je voudrais intervenir juste sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord vous féliciter le CIS d'avoir compris et prier aussi que ces genres de rencontres-là puissent se tenir véritablement une fois chaque mois. C'est important. C'est d'avoir compris que dans le monde ancien, pour ce qui était le plus déterminant pour un industriel, un investisseur, c'était le capital et la matière première. Dans ce monde nouveau-là, le capital est important, la matière première est importante, qu'elle soit liquide ou solide, mais aussi l'information et la communication, le partage des connaissances. Et ce n'est pas pour rien qu'on est dans une économie industrielle où l'information est aussi une ressource stratégique. Pendant longtemps, ce qui a fait que pratiquement tout le monde savait ce qui ne marchait pas. En réalité, on n'a pas eu ces espaces de dialogue. À chaque fois que l'État rencontrait les investisseurs, c'était dans des cadres formels, conseil présidentiel, etc., où la parole n'était pas plus ou moins libre. Ces espaces-là nous permettent de créer ce qu'on appelle les nouvelles politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, avec la complexité de la globalisation, avec l'économie ouverte, les politiques publiques ne sont plus l'affaire de l'État institutionnalisé, mais c'est aussi l'affaire du secteur privé, des universités, des acteurs professionnels, des entrepreneurs, etc. Et ce cadre-là nous donne l'occasion de co-construire ensemble ce qui devrait être les politiques publiques, qui ne sont plus maintenant l'affaire de l'État institutionnalisé. Ça, c'était la première idée. La seconde idée, c'est de dire que ce serait bien que CIS porte cette idée-là, parce que nous, en Afrique, et particulièrement au Sénégal, on a un problème avec la notion de privé, en réalité. Parce que le mal est beaucoup plus profond, parce qu'il est d'abord un mal conceptuel, philosophique, avant d'être même un mal réel. C'est pour ça que la conception que nous avons du privé, c'est celui qui vient gagner de l'argent sur le dos des gens, etc. C'est pour ça que ce serait intéressant de développer un concept de secteur libre au lieu de secteur privé. Je pense qu'on peut mener des réflexions comme ça pour essayer de déjà changer les concepts, parce que c'est à partir des concepts, ma foi, que se trouvent les rapports de conflictualité, véritablement d'aller sur le terrain. En tout cas, félicitations et bravo. Merci. Merci beaucoup. Voilà, venez. Voilà. Bonjour à tous, Mounirou Ndiaye, économiste, Université de Thiès. C'est pour juste donner un avis, parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. Je vais rebondir avec ce que Cheikh Yérim a dit. Généralement, quand on dit qu'il y a trop de théories, pourvu que ça serve, parce que généralement, quand on va au Burkina Faso ou au Niger, on dit que ce sont vos théories qui nous gouvernent. Donc finalement, ça a servi. C'est au niveau du Sénégal qu'il n'y a pas de mise en œuvre. Mais je voudrais juste également rebondir sur ce que disait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, la politique politicienne est un biais, quand même, qui freine le secteur privé. Parce que généralement, il y a cette ambition-là de se faire réélire qui crée une peur des milliardaires. On a peur de voir des gens s'enrichir qui peuvent financer des opposants, par exemple. Ça, c'est un problème. Il y a également cette attitude investisseuricide qui fait qu'on ne voit plus Kabirou Mbodj, on ne voit plus Ahmadouli, Baratal, ce qui fait que donc il n'y a pas de Sénégalais pour supporter l'économie. Une économie partout dans le monde, c'est des milliardaires qui les supportent et des entreprises satellites qui sont derrière eux. Si vous partez aux États-Unis, Bill Gates, c'est toute une machine de petites PME qui dépendent de lui. C'est pas Bill Gates, il ne va pas mourir et s'enterrer avec l'argent. Il ne faut pas que les gens pensent que le milliardaire, il le fait parce que c'est une passion. Quand vous lisez, par exemple, Ronald Coase, vous lisez L'entrepreneur, l'État et le droit, vous allez vous rendre compte que l'investisseur, il a une mentalité. Ça a été développé par Karl Marx. C'est une volonté. C'est vraiment quelque chose qui est tout loin de la recherche d'argent. Parce que généralement, en économie, on pose la question, pourquoi les milliardaires ne se reposent pas, ils continuent à chercher de l'argent. Ce n'est plus une question d'argent, c'est une question d'objectif. Et Dieu les a tellement façonnés avec cet objectif-là pour prendre en charge les autres. C'est pas pour eux. Je pense que donc en Afrique, il faudrait quand même qu'on laisse les gens s'enrichir. Ça va porter l'économie, ça va permettre de régler beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y a deux volets.
Le premier volet, c'est que ici, dans nos pays, nous savons pertinemment que les autres qui viennent, parce que le Club des investisseurs européens au Sénégal dit que, dans le rapport que j'ai lu tout récemment, qu'il porte 34% des créations de valeur ajoutée, 31% des recettes fiscales. C'est un atout important à valoriser parce que ça peut se faire en même temps que le développement du secteur privé sénégalais. C'est pas antagonique. C'est pas quand même dans une guerre. Non, c'est au moment où les gens ont eu peur du développement du Japon dans les années 50. Parce que les gens pensaient que si le Japon se développe, ça allait causer des problèmes en Europe. C'est pendant le développement du Japon dans les années 50, 40, 50, 60, 70 que l'Europe a connu ce qu'on appelle les 30 glorieuses années. Donc le développement du Japon a eu des externalités très positives sur l'économie mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur privé sénégalais peut tout simplement, dans un cadre symbiotique, se développer avec un secteur privé étranger. Il faudrait donc que les gens pensent à cela. Également, il y a un autre aspect, c'est que il faudrait que les Sénégalais apprennent avec leur argent. Si on ne permet pas, avec l'argent public, aux Sénégalais de construire des autoroutes pour apprendre, parce que c'est un apprentissage très long, et qu'on donne notre argent à des multinationales pour construire, il n'y aura jamais de Sénégalais pour construire des autoroutes dans l'avenir. Il faudrait qu'on apprenne avec je cite généralement cette anecdote de Cheikh Tidiane Gadio qui m'avait dit une fois dans un aéroport, il a vu un Indien qui avait un ordinateur qui faisait beaucoup de bruit. L'ordinateur faisait du bruit tellement qu'il est parti lui dire, mais en salon d'honneur, il lui dit, mais votre ordinateur là, il lui a dit non, cet ordinateur là, il fait du bruit, mais c'est un Indien qui l'a construit. Si je ne l'achète pas pour l'enrichir, pour qu'il innove, il n'aura pas la possibilité de faire des ordinateurs plus sophistiqués. Aujourd'hui, les Indiens vendent beaucoup d'ordinateurs. Je pense que donc il faut cette logique-là de protectionnisme. La dame l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'on se protège. La Chine n'a adhéré à l'OMC qu'en 2001. Après s'être préparée pour être balèze. Même au niveau de la théorie économique, il y a un grand économiste allemand qui s'appelle Friedrich List, qui disait que les Anglais sont des faiseurs de malins. Ils utilisent le protectionnisme pendant longtemps. Ils ont fait du protectionnisme. Une fois qu'ils ont été balèzes, ils ont sorti des économistes qui théorisaient l'avantage comparatif, Adam Smith, Ricardo. C'est parce que ça les arrangeait. Je pense que donc aujourd'hui, il nous faudrait bâtir un modèle économique à partir de nos réalités. Je pense que donc les marchés publics, c'est d'abord ça. Parce qu'on est là aujourd'hui pour parler d'industrialisation. Puisque c'est le secteur privé qui nous invite, on va essayer de voir comment ce secteur privé-là va s'insérer dans cette industrialisation et en prendre la part qui lui revient. Je pense que donc, aujourd'hui, il y a deux volets. L'accès au marché public. Parce que les Turcs, les Indiens, les Marocains, les Chinois, les Français sont accompagnés par un réseau bancaire. Aujourd'hui, les Turcs viennent avec des fonds spécifiques. Quand leur entreprise obtient un marché public, ils donnent le financement. Aujourd'hui, quand un Sénégalais concourt, compétit dans un marché public avec une entreprise française, il suffit qu'on parte à la B6 pour demander un crédit, on va dire que le centre de décision c'est en France. S'il y a un projet français qui est en cours, on va faire ce qu'on appelle une forclusion. C'est une stratégie de forclusion. On va bousiller votre dossier et on fait. Donc l'absence de réseau bancaire fait qu'aujourd'hui, il faut créer le fonds 6, le fonds GIP, ça peut aider les secteurs privés à autofinancer ou bien préfinancer des marchés publics et ensuite l'État va essayer de les payer. C'est un problème de financement. C'est ce qu'on appelle une contrainte de capacité. C'est pourquoi l'État se rue vers les investisseurs étrangers qui ont des capitaux présents. Mais il y a un problème à ce niveau, parce que j'ai entendu quand même un Congolais, je vais finir par là, qui a fait un discours assez illustrateur, qui dit que les investisseurs européens viennent au Congo nous dire qu'ils ont des capitaux. Ils viennent voir le chef d'État. Le chef de l'État leur donne des licences pour leur dire que voilà, vous avez la possibilité, vous avez l'autorisation, la licence pour exploiter tel jugement, tel jugement, tel jugement. Au lieu de venir avec des capitaux, ils prennent ces licences-là, ils les hypothèquent au niveau des banques pour trouver des financements. Mais ça, n'importe qui peut le faire. Pourquoi on va demander, prendre une licence, aller dans une banque, on va donner de l'argent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tout ça, que les gens en parlent en public pour qu'on le sache. Bon, nous, on est un peu libre, on dit ce qu'on pense, on est à l'université. Merci, professeur. Et je crois que vraiment ce qui est fondamental. Il faut des locomotives pour tirer les wagons. Aujourd'hui, tout le monde dit Dangote, Dangote, Dangote. Mais Dangote est une fabrication de l'État nigérian. Ni plus, ni moins. Ça veut dire qu'ici, aujourd'hui, dans ce pays, dans n'importe quel pays, si on décide, on va prendre 50 Sénégalais, en faire des multimilliardaires qui vont peser parmi... Parce que quand on va sur les 1000 premiers, il n'y a pas de Sénégalais dedans. Ok? Il y a des Égyptiens, des Sud-Africains, des Camerounais, etc. Donc, il est possible de le faire. Mais ça, il faut tout un environnement, toute une volonté politique, toute une vision et sortir un peu véritablement de ce complexe
de la richesse, tout ça, qui fait honte, etc. Nous avons besoin d'avoir de la richesse. Ces gens que l'on dit, les multimilliardaires, les investisseurs, tout ça, aucun de nous n'a 1% de ce qu'on lui attribue comme richesse dans son compte bancaire ou dans ses poches. Mais ce sont les opportunités qui sont créées, ce sont les infrastructures qui sont créées, ce sont les emplois que l'on crée pour les jeunes. C'est tout un écosystème qui a été bâti. C'est ça qui donne de la valeur. Si être milliardaire, ça, oui, on est des milliardaires. Mais ce n'est pas des trucs tremblants avec des valises d'argent, des trucs tout ça. Non, non. Il ne faut pas avoir honte de ça. L'Afrique en a besoin. Merci, M. Sylla. Je tâcherai d'être concis. Ousmane Sindiaye. Je voulais juste très rapidement revenir sur 3 points. Le premier est celui par lequel le ministre Ibrahima Sarr, que je salue au passage, a terminé son propos et qui est relatif à la problématique des droits de propriété industrielle et commerciale, qui me paraît une question cruciale dans la problématique de l'industrialisation, mais malheureusement qui est également le parent pauvre de notre système, on va dire, juridique de manière globale. Toute la réglementation en général de l'Afrique de l'Ouest sur ces questions est fondée sur ce qu'on appelle les accords de Bangui, et qui sont des accords qui datent de très longtemps et qui sont à peu près dans le même statut de ce que j'assimile également à nos conventions collectives qui datent de 1954. Donc le caractère obsolète de nos textes fait aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile de protéger nos inventions, de protéger nos créateurs et de protéger également les œuvres que les Africains et les Sénégalaises et les Sénégalais en général pourraient être propriétaires. La deuxième question, elle est relative à la bonne gouvernance. Une faiblesse majeure de notre système également est relative à la question du faible niveau de capacité de régulation de nos marchés et également quasiment l'absence de règles de concurrence connues. Nous avons une commission nationale de la concurrence qui est en léthargie depuis plus d'une décennie. C'est l'occasion, à mon avis, que ce débat se pose et au moment que l'État l'ouvre certains chantiers stratégiques sur la rénovation de la stratégie de développement du secteur privé, également sur la rénovation du code des investissements, c'est l'occasion également pour le secteur privé de revenir sur ces questions-là, de manière à renforcer les capacités de notre pays sur ces questions-là. Voilà en somme les quelques points essentiels sur lesquels je voulais revenir en vous remerciant encore une fois de plus. Merci. Bonjour à tout le monde. Elhadji Mansour Samb, économiste et écrivain. Donc, je voulais partager une petite expérience que j'ai eue avec les autorités de ce pays, disons l'État du Sénégal. Avant que le président Macky Sall ne vienne au pouvoir, j'avais déjà travaillé avec la PIX au niveau de la stratégie de croissance accélérée, avec les gaps de croissance et la mise en place d'un environnement de classe internationale. Donc, quand le président Macky Sall est venu au pouvoir, j'ai eu un petit projet pour essayer de vulgariser un peu les politiques publiques. J'ai écrit un livre que vous voyez là à l'époque, je l'ai appelé « Les limites du plan Sénégal émergent ». Dans ce livre, je parle un peu de l'expérience de Victor Gorom Ndiaye et de Omar Bongo Odima, le plan Gabon émergent, le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon de services. Parce que quand on a voulu mettre en place le plan Sénégal émergent, je pense que Victor avait sa candidature là-bas, mais malheureusement, ils ont préféré prendre Mackenzie. Et Victor est parti au Gabon pour travailler avec Omar Bongo sur le plan Gabon émergent. Et il y avait aussi Matar Sylla qui était au Gabon, qui travaille un peu, je pense, dans le volet communication. Donc, je disais aux gars que le Gabon, la stratégie du Gabon est pensée aujourd'hui par un Sénégalais, avec un excellent plan où on va vraiment une approche économique, une approche GAP, alors que nous, on est sur, avec le Mackenzie, on est sur autre chose. Donc, j'ai parlé de la question de la souveraineté de nos politiques publiques. Dans ce livre, je parle un peu de 4 hommes d'affaires, à la page 160. Je parle de M. Babacar Ngom présent, de M. Serigne Mboup, de M. Mbacké Sèye et de M. Ahmed Amar. Parce que je vais vous raconter un peu l'histoire de Serigne Mboup à l'époque. Vous savez, Serigne Mboup, il avait un groupe, le groupe CCBM, ça faisait 40 milliards en 2014 avec 6 pôles. Et le pôle automobile était la vache à lait du groupe CCBM. Donc à l'époque, je me rappelle, il y avait le problème des 615 véhicules des maires de Dakar que l'État devait distribuer aux maires de Dakar. À l'époque, CCBM avait une usine à Rufisque
et monter des véhicules. Les gens ont préféré importer 400 véhicules et donner à Seigneboub les 215. Alors qu'à chaque fois que Seigneboub produit un véhicule, c'est 2 ou 3 pères de famille qui vivent de ces véhicules. À l'époque, on devait renouveler les gros porteurs, les gros camions. Et l'État avait préféré aller en Chine, importer une marque qu'on appelle Sinotruck. Alors que Seigneboub montait ici une marque Photon, qui en Chine était meilleure que Sinotruck. Imaginez 1600 camions, et à chaque fois qu'on monte un camion, c'est 3 à 4 pères de famille qui vivent dedans. Aujourd'hui, au niveau de la dépense publique, moi je le dis maintes fois que c'est une dépense publique qui doit être au service du secteur privé local, parce que c'est important. Je donne l'exemple un peu du Maroc et d'une entreprise qui s'appelle OCP. OCP, c'est 2,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La commande publique de OCP a 2200 fournisseurs. Et parmi ces 2200 fournisseurs, les 1600 fournisseurs, ce sont des entreprises marocaines. Et pour le reste, à chaque fois qu'une entreprise étrangère gagne un marché, OCP met en place une clause qui permet à l'entreprise locale de profiter de ce marché gagné par l'investisseur. Et ça, c'est important. Je l'ai toujours dit, à partir de la commande de la dépense publique. Parce que la dépense publique, c'est la dépense de consommation des administrations publiques, c'est-à-dire que les meubles, les véhicules et l'investissement public. Je dis qu'à partir seulement de la dépense publique, on peut booster notre secteur privé local. C'est plus de 2200 milliards annuels. Et ça les échappe. Donc, pour résumer, je l'ai toujours dit que le Sénégal n'émergera que quand on aura 15 entreprises comme la Sonatel, présents dans tous les secteurs d'activité et faisant travailler des centaines de PME. Parce que l'émergence, ce n'est pas une question de production record de céréales. L'émergence, c'est une question de champions nationaux. Parce que partout dans le monde aujourd'hui, ces champions nationaux sont devenus la force de frappe de l'État, sont devenus la machine de guerre pour limiter les importations. Donc tant qu'on n'est pas dans cette politique de construction des champions nationaux, nous n'émergerons jamais. Parce que l'émergence, ça n'a rien à voir avec des records de production de céréales. C'est une affaire de champions nationaux. Et si tu en as dans tous les domaines d'activité, c'est eux qui vont tuer les PME et c'est eux qui vont booster la création d'emplois. Merci. Merci pour cette contribution. Merci. Je voudrais inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, à venir nous dire quelques mots. His Excellency, welcome. Je voudrais d'abord remercier notre ami, l'ami du Rwanda, M. Ngom, pour son invitation. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici et de participer à cette discussion. Je dois dire que je suis très ému. Je suis très ému parce que lorsque j'ai reçu l'invitation, c'est lundi, je me suis dit que je ne peux pas rater une telle occasion parce que pouvoir discuter avec les entrepreneurs, c'est quelque chose de très important pour moi parce que au Rwanda, le gouvernement a mis en avant le développement du secteur privé. Et je me suis dit que je ne peux pas rater cette occasion, en fait, de venir apprendre de l'expérience du Sénégal et puis peut-être partager quelques expériences du Rwanda. Je dois dire ici que je me retrouve. Comme vous le savez, le Rwanda vient de loin. Le Rwanda, il y a 27 ans, était complètement détruit. Après avoir perdu plus d'1 million de personnes, après avoir vu tout un pays complètement détruit, on a eu la chance de voir enfin la fin du tunnel, avec justement la fin du génocide. Et on a eu la chance d'avoir un dirigeant, un leader, qui après avoir mis la fin au génocide, nous a permis de nous redresser, nous tous, en fait, de pouvoir regarder vers l'avant. J'ai eu la chance d'avoir participé dans les 17 dernières années de très près à tout ce qui s'est fait au Rwanda en termes de leadership, de développement, des stratégies, tout ce qui fait au haut niveau.
parce que j'ai eu la chance d'être, dès 2003, secrétaire général dans un ministère de la Culture, et puis après être ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas, et puis après, je suis ici. Je dois dire que, après avoir bien suivi les débats ici, je me retrouve parce que, en même temps, je dis que tous les ingrédients sont réunis ici pour que le Sénégal soit comme Singapour ou la Corée du Sud, comme vous l'avez dit. Tout. Après avoir suivi les discussions ici, j'ai constaté que au Rwanda, en partant de très loin, on a fait les mêmes discussions, mais nous, on partait de rien. On partait de rien. Pour la petite histoire, je me rappelle qu'en 1994, de 1994 en 1998, nous tous qui étions dans le service public, on n'avait pas de salaire. On a travaillé pendant 4 ans avec ce qu'on appelait à l'époque « food for work ». Donc, on allait au travail, mais le salaire était la nourriture. Donc, on allait quelque part, on recevait un sac de riz, un sac de sucre, on recevait de l'eau et un peu de tout. Mais c'était la condition sine qua non pour essayer de participer à la construction du pays. Ici, on a parlé de la diaspora. La diaspora rwandaise qui était à l'étranger, on avait beaucoup de gens qui étaient à l'étranger, qui travaillaient dans les universités. On avait des Rwandais qui étaient enseignants ici, même au Sénégal, qui travaillaient dans les hôpitaux ici, qui étaient des médecins, mais qui ont tout quitté et qui sont venus au Rwanda, qui sont restés pendant 4 ans en train de travailler sans salaire. Et ça, nous, à l'époque, on était un peu plus jeunes, ça nous a beaucoup marqué. Voir un professeur d'université qui décide de tout quitter son salaire de professeur d'université à Dakar et venir à l'université au Rwanda, enseigner pendant 4 ans sans salaire. Et cela nous a forgé, nous qui étions jeunes à l'époque, on s'est dit que voilà, c'est ça le chemin à faire. C'est l'exemple à suivre. Alors, on est parti de là. La première chose que j'ai remarquée, justement comme vous l'avez dit, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est la résilience des autorités, la résilience du président lui-même à l'époque. C'est quelqu'un qui a tout donné, qui était même prêt à donner sa vie pour le Rwanda, avec toute la génération des héros de la libération du Rwanda qui ont tout fait en fait pour libérer le Rwanda. Ils ont tout laissé derrière. À partir de là, on a tous suivi. De sorte que tout ce qui était demandé à la jeunesse à l'époque, on était prêt à nous sacrifier pour le pays. On a commencé par mettre en place une vision. Ici, on a parlé un peu de tout. De la planification, de la stratégie, de la vision, de la mise en œuvre. On a parlé de tout. Tout cela. On a parlé de tout cela au Rwanda. En certain moment, on a remarqué qu'on faisait quelques progrès. On avançait. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant vu de là où on venait. Alors le président, une fois, nous a demandé « Est-ce que nous savons ce que nous voulons ?» On a dit « Oui ». Est-ce que nous voulons y aller? On a dit oui. Est-ce que nous sommes pressés d'y aller? On a tous dit oui. Et il a dit alors, voilà, le problème que nous avons au Rwanda, que nous devons régler, c'est le sens d'urgence de ce que nous devons faire pour l'aller ou bien atteindre nos objectifs. Le sens d'urgence. Et c'était très très important. On avait mis en place la vision 2020, Vision 2020. Mais après 5 ans, on se rendait compte que au rythme auquel nous procédions ou nous avancions, ce n'était pas possible.
Alors il a fallu trouver des solutions. On a parlé ici de trouver en nous des ressources culturelles, ce qu'on appelle au Rwanda Indangagaciro. Ça veut dire trouver dans notre culture les valeurs qui peuvent nous aider à avancer, mais en même temps nous protéger. On a mis en place ce qu'on appelle au Rwanda, ce qu'on appelle Imihigo. Imihigo, c'est l'équivalent des contrats de performance. Dans tous les domaines, partout, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit à l'école, dans l'éducation, que ce soit même dans les institutions religieuses. On s'est entendu en fait de mettre en place ce qu'on appelle Imihigo, les contrats de performance. On se donne des objectifs et puis après, chaque année, on se met ensemble et on essaie d'évaluer. On a une organisation qu'on appelle Umushikirano, qui s'appelle en français le dialogue national, où le président, avec toutes les institutions du pays qui sont présents au Parlement, le président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les ministres, les députés, les diplomates, les ambassadeurs, les maires des villes, les élèves, les étudiants, les représentants des enfants, les représentants des femmes, chaque année, on se retrouve au Parlement afin de discuter de ces performances. Et chacun parvient à donner son opinion, à critiquer. En tant que pays, tous ensemble, on a essayé de faire l'autocritique chaque année. J'ai la chance d'être ici avec mon premier conseiller, qui fut souvent le maître de cérémonie comme vous, de ces cérémonies. Là, tout le monde signe des contrats de performance, à commencer par les maires de ville, parce que avec la décentralisation, tout doit se faire là-bas, au niveau local. La deuxième chose qu'on a mis en avant, c'est que on ne peut pas avoir un développement durable sans un secteur privé fort, dynamique, et qui reçoit du soutien de tout le monde. Ce n'est pas possible. On s'est dit que l'État ne peut pas faire du business, mais l'État peut réguler, mais l'État doit encadrer. Mais malgré cela, il faut toujours mettre en place des mesures très fortes. On s'est entendu qu'on doit faire ce qu'on appelle la politique de la corruption zéro, non tolérance à la corruption. Aujourd'hui au Rwanda, n'importe quelle personne, que ce soit un ministre, un premier ministre, un député, un ambassadeur, n'importe qui, on ne peut pas tolérer la corruption. Et tout le monde est là. Le rôle des médias, des gens des médias, ce rôle est très important au Rwanda parce qu'ils parviennent à indiquer même ce qui ne va pas. Ils pointent du doigt les dysfonctionnements de l'État, surtout lorsqu'il s'agit justement de la lutte contre la corruption. Donc, le rôle du secteur privé a été primordial. Aujourd'hui, tout ce qui se fait au Rwanda, se fait de sorte que le monde du business se sente à l'aise. On a réformé notre climat des affaires. Quand vous regardez le rapport Doing Business de la Banque mondiale, le Rwanda est devenu numéro 2 en Afrique en tant que meilleur climat pour faire les affaires. On est parti il y a 15 ados, de la 40e position à la 2e position. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est déterminé et conscient qu'on doit tout faire pour mettre à l'aise ou bien aider le monde des affaires. On ne peut pas faire autrement. Si on doit créer des emplois, si on doit soutenir le peu de développement qu'on a fait, qui est modeste, on est encore très très loin, mais on est très ambitieux. On a dit on doit tout faire pour aider le monde des affaires. Je vais donner un exemple, on parlait de l'industrie textile. Ici, tout à l'heure, on parlait de consommer. Monsieur le Président, vous avez parlé de consommer ce que nous produisons ce que nous devons consommer. On a eu, à l'époque, il y a 4 ans, on a mis en place la politique qu'on appelle au Rwanda Made in Rwanda, qui consiste à produire localement, mais aussi à aider à consommer localement.
que ce soit le textile ou autre chose. Mais on avait, dans l'industrie textile, on avait un défi. Il y avait beaucoup d'importations d'habits, de second hand, des habits qui sont déjà utilisés, que les gens importent de l'Europe. Et une fois, quelqu'un nous a dit, imaginez-vous qu'on importe même les sous-vêtements qui ont été utilisés. Par qui? Par ces maîtres, nos anciens colonisateurs, qui utilisent leurs sous-vêtements et puis ils nous les vendent. On ne peut pas accepter ça. Ils nous vendent des chemises qu'ils ont portées pendant 4 ans, des chaussures qu'ils ont portées pendant 4 ans. Alors on a décidé de tout arrêter. On a dit, plus jamais. On n'a pas complètement arrêté, mais on a pris la décision d'imposer des tarifs tellement élevés que ça devient très difficile d'importer les habits usés. Mais alors, on ne savait pas qu'on allait nous attirer les foudres des pays très puissants. On a un problème avec... c'est une décision qu'on avait prise en Afrique de l'Est, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya. Voilà, on s'est dit, en Afrique de l'Est, on doit consommer localement, produire localement. On monte les tarifs des produits, des habits importés. On va essayer d'aider les producteurs locaux. Alors là, les grandes puissances se sont levées. Ils ont mis des sanctions. Vous connaissez l'AGOA. L'AGOA, le Rwanda était parmi les pays qui bénéficiaient de l'AGOA. Alors là, les États-Unis nous ont dit, vous continuez cette politique, on arrête tout. Alors Rwanda a dit non, mais c'est une question de souveraineté. On continue dans cette vision. On a continué. On a été sanctionné, on a été retiré de l'AGOA, mais les autres pays ils ont décidé, ok, on ne veut pas avoir de problème avec un pays comme les États-Unis. Alors ils ont fait marche arrière. Mais le Rwanda a continué. Aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'industrie textile qui était un peu balbutiante au Rwanda se porte même mieux. Parce qu'aujourd'hui, on consomme localement, comme vous l'avez dit, on parvient à protéger nos industriels. Là, ce sont des solutions courageuses qui ont été prises. Et quand je regarde derrière, je me rends compte en fait que des fois, on a peur pour rien. Lorsque nous prenons des décisions qui sont souveraines, je vous assure que n'importe qui viendra, mais si on est soudé en tant que nation, si on est soudé en tant que Rwandais, on va pas nous faire bouger, on ne va pas nous faire reculer. La dernière chose que je voulais partager avec vous, justement, c'est ça, qui a été très très important à travers tout le pays, c'est ce qu'on appelle le mindset, donc la mentalité. Parvenir à avoir une mentalité commune pour tout ce que nous voulons. Quand vous discutez, vous avez eu l'occasion de visiter le secteur privé au Rwanda, quand vous visitez les jeunes entrepreneurs, parce que comme je l'ai dit, on vient de zéro, ils ont une même mentalité, c'est une détermination absolue. Tout le monde pense de la même façon. Comme vous l'avez dit, vous parliez tout à l'heure de la Corée du Sud, de Singapour, c'est une détermination à avancer, quel que soit le coût. Donc, il y a le mindset, cette volonté, cette mentalité d'aller de l'avant et de faire de la même façon. Le service, ce qu'on appelle le customer care, on doit tout faire, même si aujourd'hui on parle du secteur privé, on s'est dit qu'au niveau du gouvernement, on doit être les tout premiers à améliorer le service que nous rendons à la population. Et ça suit les performances, les contrats de performance. Il y a des mécanismes en place qui viennent pour contrôler que réellement le maire, le directeur, la personne qui est chargée de recevoir du courrier, de répondre, de donner des solutions, que cette personne le fasse. Il y a des mécanismes en place et il y a un suivi pour cela. Mais en même temps, au niveau du secteur privé, il y a eu complètement un changement de mentalité. Je me rappelle,
qu'à l'époque, en 1994, on avait la mentalité belge parce que le Rwanda était colonisé par la Belgique. Lorsque c'était l'heure du déjeuner, lorsque le secteur privé, les fonctionnaires allaient prendre leur déjeuner de midi jusqu'à 14h, même les businessmen fermaient, même les boutiques, les supermarchés, tout le monde fermait et tout le monde allait faire manger et faire la sieste. Et puis après, les gens se sont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il y a eu un travail aussi de sensibilisation, de conscientisation qui a fait que beaucoup de choses se sont améliorées. Et comme je l'ai dit, je sens ici la même chose. Donc, cette volonté de faire changer les choses, cette volonté d'aller de l'avant, parce que ici, tout le monde est représenté ici. L'ancien ministre, un ancien membre du Parlement, on a les journalistes, les hommes d'affaires, les enseignants, tout le monde est là, tous les ingrédients sont réunis. Et comme vous ne partez pas de rien, vous êtes tellement déjà avancé, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes avancé. Il suffit de... Voilà. Moi, je suis convaincu que yes, you can. Merci. Oui, merci, Excellence. C'est motivant, c'est inspirant. C'est un pays que je pense que la plupart d'entre nous connaissent. Juste demander à Rwandais de prendre les vols rapidement parce que nous avons le mal du Rwanda. Il faut y retourner le plus rapidement possible. Donc, merci véritablement pour cette contribution-là. Et ce qui est essentiel, c'est ça. Il faut, comme vous dites, avoir foi en soi, prendre les bonnes décisions, s'y arrimer et avancer. Chaque décision que l'on prend a ses inconvénients, ses avantages, mais la souveraineté ne se négocie pas. Et ce sont nos amis qui nous ont appris qu'un État n'a que des intérêts. Et les intérêts commencent par la prise en charge des besoins de toute la population, mais également les intérêts nationaux passent par la prise en charge de la priorité que constitue l'émergence, la création d'un secteur privé fort qui effectivement soit la locomotive qui tire l'ensemble du wagon pour créer de la richesse, pour avoir cette prospérité et qu'elle soit le plus amplement partagée. Je voudrais donc qu'on fasse le processus inverse. Je vais demander au grand Anusal de s'il y a quelques mots de conclusion à dire. C'est lui qui va faire la synthèse et qui va... Écoutez, je vais commencer par dire que ce que j'ai entendu est certainement en deçà de tout ce qui a été dit ici. Parce que je trouve que les interventions ont été toutes d'une très grande pertinence et les échanges ont été très enrichissants. Mais quand on prend le risque de faire appel à sa mémoire, on est forcément sélectif et pas toujours dans le bon sens. C'est Birago qui dit que lorsque la mémoire va chercher du bois mort en forêt, elle ramène le fagot qu'elle veut. Et ce que je vous ramène est certainement en deçà de ce que vous avez entendu. Mais j'ai cru entendre 3 choses importantes. La première, c'est que il nous faut trouver un nouveau modèle économique. Et je crois que cela s'impose, c'est l'évidence. Si nous ne voulons pas continuer à être à la traîne, si nous ne voulons pas continuer à voir les disparités s'accroître et les écarts entre nous et d'autres s'accroître, il nous faut aller plus vite, plus loin et plus haut. Et cela, c'est un nouveau modèle économique qui va le permettre. Je crois que de façon même, au-delà de la question de l'industrialisation, nous devons changer notre rapport à l'économie parce que le monde a changé. L'économie est née dans un contexte où la rareté dominait le monde. Et l'économie était perçue et comprise comme la gestion de la rareté. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde. Notre problème, c'est comment gérer l'abondance. Et je crois que c'est un nouveau paradigme qui s'impose. Parce que nous ne gérons plus la pénurie, nous devons gérer l'abondance. Et il nous faut donc repenser les choses. C'est ce que j'ai entendu. Il nous faut un nouveau modèle économique. Il nous faut en second lieu un nouveau regard sur la richesse et sur ceux qui produisent la richesse. Il faut déculpabiliser cette idée que la richesse
mettre fin à cette idée que la richesse est forcément mauvaise et que, ma foi, le paradis est réservé à ceux qui vont être pauvres, que les pauvres d'aujourd'hui sur Terre vont être les premiers aux cieux. Non, je crois que cette idée est fausse et une de nos camarades, une des intervenantes a eu raison de rappeler que les religions ne sont pas contre la gestion de la production de richesses, etc. Il nous faut donc déculpabiliser le rapport que nous avons à la richesse, etc. Et cela suppose un gros effort d'éducation, de communication. Il faut faire aimer ceux qui produisent de la richesse, surtout s'ils le font de manière vertueuse. Cette idée que le secteur privé peut être un moteur de croissance et doit même être le moteur de croissance, il faut arriver à populariser cette idée et faire qu'elle soit acceptable par l'ensemble du corps social. Et puis la troisième chose que j'ai entendue, c'est qu'il faut agir. Cela va de soi. Beaucoup ont mis l'accent sur la nécessité de passer à l'acte, de ne pas se contenter simplement de discourir, mais d'agir pour transformer le réel, parce le problème n'est plus aujourd'hui d'expliquer le monde, il est de le transformer. Et on ne le transformera pas sans action. Voilà donc 3 messages que je crois avoir entendus. Et pour ce triple message, qui forme donc un triptyque, il doit y avoir comme un fil d'Ariane de l'audace. On ne change pas le monde, on ne pense pas de façon radicale et on ne produit pas de nouveaux paradigmes et on ne communique pas un nouveau désir d'être s'il n'y a pas de l'audace. Il y a donc un impératif qui est celui d'une triple audace. Audace de penser et d'être quelquefois dissident sur le plan intellectuel. Les pays émergents ont été des pays qui ont choisi des méthodes de gestion hétérodoxes, qui n'ont pas hésité à ramer à contre-courant des doxas de l'époque et des prescriptions des agences internationales pour trouver leur propre voie. Donc, audace de penser, audace de parler et audace pour agir. Voilà les premières choses que j'ai entendues. La deuxième chose, enfin l'autre point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est que il y a un grand absent dans cette salle, mais qui est un absent présent, c'est l'État. Tout le monde a bien compris ici qu'il n'y aura pas d'industrialisation sans un État. Et cet État dont on a besoin n'est pas celui dont on a hérité, qui était un État rentier, qui est un État prédateur à bien des égards, mais on a besoin d'un nouvel État que les uns et les autres ont appelé État stratège. Ce que je crois comprendre, c'est que l'appellation d'État stratège fait référence à un État qui est d'abord capable d'anticipation, qui a donc un rapport au temps qui est très différent de celui qui prévaut actuellement. À l'heure actuelle, la différence entre les hommes d'État et les hommes politiques, dit-on, c'est que les hommes politiques s'occupent des prochaines élections, alors que les hommes d'État s'occupent des prochaines générations. La capacité d'anticipation, c'est ça qui fait la différence entre les hommes politiques, les politiciens et les hommes d'État. Il nous faut comprendre que nous avons un certain nombre de défis à relever et qui ne seront pas relevés du jour au lendemain. Il faut donc inscrire l'action dans la durée et pour cela, il faut avoir une idée de ce qui nous attend et des défis du futur, parce qu'autrement, on est dans des logiques de rattrapage et c'est un peu Sisyphe qui pousse le rocher et puis il pousse et le rocher lui retombe toujours parce qu'on n'a pas anticipé. Quand j'entends des décideurs dire « nous avons été pris de court », souvent je suis tenté de dire « vous avez fait preuve d'impéritie ». Et l'impéritie n'est pas tolérable parce que gouverner, c'est d'abord prévoir. Un État stratège, c'est d'abord un État capable d'anticiper. En second lieu, un État stratège, c'est un État doté de capacités. Effectivement, on a des capacités, mais il y a des domaines où les capacités sont totalement, où il y a un déficit énorme de capacités. Quelques-uns ont parlé de monétique, par exemple, comme un domaine où il n'y avait pas d'expertise, mais même là où il existe une expertise, comme dans l'État, l'expertise est concentrée à un certain niveau, généralement au niveau central, et dès qu'on descend à des échelons plus bas, il n'y a plus d'expertise.
Alors, quand on parle de décentralisation, mais sans qu'il y ait une capacité locale installée, la décentralisation, elle ne se fera pas. On a donc besoin de sans doute plus de capacités qu'on ne peut le penser ou qu'on ne veut le penser. Et puis, en troisième lieu, un État stratège, c'est quand même un État qui est capable d'éthique. Une éthique du futur d'abord, et savoir avoir la claire conscience du fait que par les décisions que l'État prend ou qu'il ne prend pas, il engage le futur. Et donc, cette espèce d'éthique de responsabilité vis-à-vis du futur me semble devoir être considérée comme une caractéristique d'un État stratège. Et dernière caractéristique, c'est cette espèce de vertu qui est érigée en règle d'or et qui va faire qu'il y a une intolérance totale vis-à-vis de tout ce qui est corruption, malversation et gabegie. Un État stratège est nécessairement un État vertueux parce que c'est là qu'il peut donner le bon exemple. Monsieur Sylla, président, modérateur et je ne sais quoi, voilà ce que je crois avoir retenu des échanges. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Merci beaucoup. La tâche est facilitée, la synthèse est faite. Il faut passer effectivement à l'action. Et vraiment, chacun d'entre vous, au-delà du club des investisseurs, le Grand Paloma, Adam, dans ce que tu fais en tant que maire et en tant que journaliste, Mademba, notre ami avec le livre qui vient de sortir, tous ceux qui ont fait des publications, Moubarak, Ibrahim Assar, je pense que l'ambassadeur, chacun d'entre vous, nos sœurs créatrices, etc., vous êtes des invités. Nous voulons faire autant d'émissions que possible avec chacun d'entre vous. Nous avons un truc qui s'appelle Femmes d'Afrique, vous y avez votre place. Je pense que véritablement, au-delà même de vous cloisonner dans le truc de femmes, mais dans tout ce qui touche à l'économie, au développement. Cette initiative, nous devons peut-être le retenir, aller vers une grande thématique une fois par mois, et tout ce qui était ici. Je pense que vous devez être, j'allais dire, des supporters de ce jeudi, et assurer votre présence régulière chaque fois que vous le pourrez. Également, ceux qui étaient aussi à l'étranger, je salue cher Sadi Boudem qui a suivi, qui a passé beaucoup d'heures avec nous aujourd'hui. Tous les autres qui sont là donc en ligne. Et Mécène, je pense qu'il était là un moment aussi. En tout cas, les journalistes qui sont venus, tous les amis, tout le monde. Vraiment bravo, Monsieur le Président, bravo au Conseil d'administration. Et voilà qu'en cette période de Ramadan, que Dieu agrée toutes nos prières et fasse que tout ce que nous avons comme aspiration pour notre pays, pour l'Afrique, dans un monde de paix qui se développe, puisse être satisfait. Dieu le peut. Je pense qu'il l'a mis en chaque être humain. Et ensemble, en réseau fort, chacun à sa place, nous pourrons effectivement tirer ce pays et ce continent vers les plus hautes cimes. Merci beaucoup. Senegalese Investors Club was created in 2018 by businessmen and women who saw the importance of the private sector. Today, the participants talked about the importance of the private sector in a country. They also talked about the fact that Africa, and Senegal in particular, has a strong potential for industrialization. The theme, let's remember that the theme is industrialization as a vector of development and employment in Senegal. C'était le deuxième jeudi du Club des investisseurs sénégalais. On a eu une participation de grandes personnalités de l'économie, dans le domaine économique, des professeurs, des docteurs. Nous sommes dans des pays où nous avons un potentiel très énorme. Le moment est venu réellement pour que les choses changent. Il y a une réelle volonté aujourd'hui, une volonté politique et une volonté des acteurs, aussi surtout du privé, une volonté de tout le monde pour vraiment transformer, accompagner notre secteur privé pour le rendre plus fort, pour le rendre plus dynamique et pour le rendre plus compétitif. Donc ça, je pense que c'est l'objet un peu de cette rencontre. Nous avons évoqué tous les sujets, nous avons diagnostiqué, analysé et je pense qu'aussi des propositions vont être faites et portées à haut niveau pour qu'effectivement des mesures soient prises pour que l'on arrive à accélérer, en tout cas le rythme, accélérer un peu le processus un peu de croissance de notre économie.
je suis persuadé que le développement de l'Afrique repose essentiellement sur l'agriculture. Et c'est de l'agriculture qu'on doit envisager l'industrialisation du Sénégal. Le secteur secondaire est un secteur très lourd qui concerne les mines et qui concerne les grosses industries lourdes. Mais aujourd'hui, pour créer l'emploi et la richesse, pour booster la croissance, il faudrait que l'on ait les petites et moyennes industries et transformer nos matières premières. Et pour le faire, il faudrait renforcer la production. Il faut une agriculture qui est mécanisée, motorisée, qui puisse permettre d'avoir la matière première sur le marché. Et évidemment, il y aura l'énergie et tout ça. Mais si nous ne le faisons pas, nous resterons un marché secondaire pour les pays développés. Nous vivrons d'importation et nos États vont continuer à tirer des devises seulement. Et aujourd'hui donc, il faut un État qui puisse réguler et créer un cadre incitatif pour permettre à nos industries de se développer, mais aussi à nos industriels d'être un peu plus audacieux et de mutualiser les efforts. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'orientations, beaucoup de politiques en ce sens, mais aujourd'hui, je crois que c'est le début d'une ère nouvelle, comme on peut dire. Et il appartiendra aux industriels de mutualiser leurs efforts, mais que des débats de ce genre puissent s'organiser de plus en plus, qu'il y ait un plaidoyer assez fort et que l'on pousse véritablement le Sénégal vers le temps de l'industrialisation, le temps d'un développement endogène et le temps de la création d'emplois et de richesses. En Afrique, pourquoi, et particulièrement au Sénégal, pourquoi les choses ne bougent pas comme on le souhaite? Parce que chaque acteur ou grand acteur est dans son coin. Les rares moments où le public et le privé se rencontrent dans nos pays-là, c'est dans le cadre des moments solennels. Or, quand les moments sont solennels, la parole n'est pas libre, c'est des milliers aseptisés. Donc, les gens ne se disent pas les vérités dans le blanc de l'œil ou dans le noir de l'œil. Ces genres de rencontres-là, on se mérite de pouvoir créer des espaces où décideurs et secteurs privés vont se rencontrer. Maintenant, il ne s'agit pas de se rencontrer pour se jeter des bribes, mais il s'agit de se rencontrer pour comprendre qu'aujourd'hui, avec la complexité de ce monde, qui est le monde de globalisation, sous forme d'innovation technologique, le fait d'élaborer les politiques publiques, ce n'est plus l'affaire seulement de l'État central qui reste dans ce bureau, mais c'est ensemble, secteur privé, universités, entrepreneurs, collectivités locales, qui vont réfléchir ensemble pour mettre en place ou élaborer des stratégies de politique publique. La deuxième idée, c'est que nous en Afrique, et particulièrement au Sénégal, on a un problème avec ce qu'on appelle la notion de privé. En Afrique, pour nous, privé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu se faire des sous sur le dos des gens. Alors, privé, c'est un peu un capitaliste, sans foi ni loi. C'est pour ça que notre think tank, Africa Worldwide Group, avec en partenariat avec le club des investisseurs du Sénégal, est en train de réfléchir sur une révolution conceptuelle d'abord pour changer les mots, parce que véritablement, c'est à partir des mots que devra commencer ou débuter le travail ou la transformation de nos mindsets. We have to focus first on knowing that the economy, and especially African economies, are constituted by young people. We have around 15 million people every year in sub-Saharan Africa that come from universities and that are looking for jobs. And only 4% will find an employment as with a salary, which means that industrialization will be really the solution. Entrepreneurship first. People has to create their own jobs and create opportunities for others. The people who govern our countries, they have to really advocate and have strategies for the economy and work with the private sector, because private sector will be the only link
and the actor that will guarantee the sustainability of the ecosystem. Without the private sector, it won't work. And when I talk about private sector, I'm talking about the national private sector. We haven't seen anywhere in the world an economy that has developed without its SMEs. So the SMEs will be the one who will do the link between agriculture and industry, because we need to transform. So I am really encouraging young people and women to not only go on to the internet, because I'm talking about internet because it's a means today to have more information and to train yourself so you can create, go look at the information and try to involve yourself in this transformation of Africa. La thématique aujourd'hui, c'est vraiment c'est venu à son heure parce que quand même il est très important aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Sénégal, qu'on parle d'industrialisation, parce que c'est uniquement par cette voie que l'on peut atteindre le niveau de développement pour vraiment aider nos pays à sortir de leur marasme économique. Aujourd'hui, les débats ont été très enrichissants et vraiment très, très fructueux, parce que là, on a parlé d'industrie agroalimentaire, on a parlé d'industrie dans le secteur du textile, dans le secteur du bâtiment, et je crois que c'est ça l'avenir de l'Afrique. Nous avons suffisamment de ressources naturelles pour pouvoir donc industrialiser, passer à la phase d'industrialisation dans nos pays africains. Je pense que l'avenir vraiment est quand même assez prometteur en Afrique. We can't advance, we can't have sustainable economic development of our countries without talking about industrialization. And I'm very honored to be here and to see this discussion about what can be done here in Senegal and in Africa, because Senegal today is representing Africa, in my view. What I've seen here is that everybody here was represented. We had academics, we had CEOs of companies, we have researchers, we have journalists, we have everybody here. And I have the feeling that there is a strong commitment from everybody actually to go forward. And I have the feeling that here, everybody here is understanding that the role of the private sector is key for a sustainable development in Senegal. And this is also my feeling. This is what we did in Rwanda as well. The role of the private sector is key for a sustainable development. And I was so happy to be part of this discussion, and I look forward to building network and having discussion with the private sector here to see if we can do business together. We've seen that in the past we have been talking about like import from outside of Africa, when we can produce, transform here locally and do business within our continent. So I'm very, very honored to be part of this discussion today. The change is underway. When you see people, frankly discussing, talking about what is happening and making, suggestions like that, already people are advancing. That is the most important, saying, okay, we are where we were 30 years ago, and there is like a general feeling that something needed to be done. That's the most important, like having a common, mindset.